détourner le fonctionnement de la famille d'enzymes cellulaires des kinases RSK. C'est ce qui permet à certains virus et bactéries de devenir virulents. Monsieur le Président, l'orateur que vous allez nous présenter va nous en dire plus sur cette évolution. C'est un grand honneur pour moi et un plaisir d'introduire le professeur Thomas Michels de l'Université catholique de Louvain. Il obtient une licence en sciences zoologiques et puis en février 1988, il obtient son doctorat en sciences biomédicales sous la guidance du professeur Guy Cornelis dans le domaine des transposons bactériens. Il contribue ensuite, toujours avec le professeur Guy Cornelis, à la découverte du système de sécrétion de type 3 des bactéries et s'initie ensuite à la virologie à l'Institut Pasteur de Paris comme postdoctoral fellow dans le laboratoire du professeur Michel Braik. Il revient à Bruxelles en 1993, il devient chercheur qualifié du FNRS et établit son groupe de recherche à l'Institut de Duve où il est aujourd'hui professeur ordinaire à l'UC Louvain. Il est responsable de l'enseignement de la microbiologie générale, la biologie moléculaire et la virologie à l'Université catholique de Louvain. Et les recherches de son groupe s'intéressent aux interactions entre les virus et leur hôte et ont récemment permis d'identifier un nouveau mécanisme de virulence partagé par des virus et des bactéries. Et ce mécanisme fait partie du sujet qu'il va présenter aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je vais vous présenter aujourd'hui nos travaux récents qui montrent comment des virus arrivent à accaparer le fonctionnement de nos cellules pour, quelque part, échapper au système immunitaire. Alors, quand on parle d'un virus, ça évoque inévitablement la particule virale ou le virion tel qu'il se trouve dans l'environnement. Et comme vous le voyez ici sur cette diapositive qui montre une micrographie électronique ou un schéma du fameux coronavirus. Mais il faut se rendre compte qu'un virus qui nous infecte est avant tout du matériel génétique. En fait, lorsque le coronavirus infecte une cellule, ce qui infecte véritablement la cellule, c'est le patrimoine génétique de ce virus, qui est une molécule de 30 000 nucléotides d'ARN. Et un virus qui infecte une cellule ou un organisme, c'est en fait un ensemble d'acides nucléiques et de protéines qui trouvent leur chemin dans une cellule infectée et qui doivent exploiter le fonctionnement de cette cellule pour se multiplier et arriver à produire de nouveaux virions. Alors c'est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à certaines protéines virales qui interagissent avec l'autre. Il faut savoir que les virus, grâce à leur réplication extrêmement rapide et aux nombreuses erreurs qui sont fournies par leur polymérase, en particulier dans le cas des virus ARN, où le taux d'erreur des polymérases est extrêmement élevé malgré qu'il soit optimisé par l'évolution, mais cette combinaison de cycles de développement rapide et de taux d'erreur des polymérases font que les virus sont en permanence optimisés, je dirais évolutivement optimisés par rapport à l'hôte qu'ils infectent. Et donc, quelque part, en étudiant le fonctionnement de protéines virales qui interagissent avec les composants de la cellule hôte, et c'est ce qu'ils font de manière professionnelle, les virus, on étudie non seulement la physiopathologie de l'infection virale, mais on étudie également le fonctionnement de nos propres cellules et de notre système immunitaire. Alors c'est ce que je voudrais développer à propos d'une protéine que nous avons étudiée depuis longtemps au laboratoire, qui est la protéine L des picornavirus et en particulier des cardiovirus. Alors nous nous intéressons au virus de Taylor, qui est un virus qui a la capacité de provoquer des infections persistantes dans le système nerveux central de leur hôte, qui est la souris. Alors, s'ils arrivent à persister en face d'une réponse immunitaire forte, c'est que le virus produit des protéines qui vont lui permettre justement d'échapper à cette réponse immunitaire. Alors, notre virus de Taylor, c'est un virus murin, c'est un virus qui fait partie de la famille des picornavirus et du genre cardiovirus. Alors, ce genre cardiovirus comporte également d'autres virus,
comme le virus de l'encéphalomyocardite que l'on trouve principalement chez le porc, et le virus Saffold, qui lui est un virus qui infecte l'homme et qui est très proche du virus de Taylor, bien qu'il ne provoque pas de symptômes en infectant l'homme. Alors, ce qui retient notre attention depuis pas mal d'années, c'est la petite protéine que vous voyez là, qui est codée par le début du génome, qui s'appelle la protéine leader ou protéine L en bref. Et cette protéine, en fait, c'est peut-être un point commun avec l'histoire de Jean-François Collet, c'est quelque part quelque chose de très très petit qui nous intéresse depuis une dizaine d'années sûrement. Et on va voir qu'en étudiant de façon détaillée le comportement de cette protéine, on arrive à des concepts plus généraux de physiopathologie et même de possibilités de traitement de certaines maladies. Alors, cette protéine L, c'est en fait un peptide. C'est une protéine de 70 acides aminés environ, ce qui est ridiculement petit. Alors, pourquoi perdre 10 ans de sa carrière à étudier une protéine de 70 acides aminés? Bien, on s'est rendu compte, et quand je dis 10 ans, c'est même un peu plus, on s'est rendu compte que cette protéine, alors qu'elle n'est pas essentielle pour la réplication de base du virus de Taylor, est une protéine qui joue toute une série de rôles importants dans l'interaction entre le virus et l'hôte. À savoir qu'elle va bloquer la production d'interférons, elle va inhiber une kinase de la voie de réponse à l'interféron, qui est la kinase PKR, et qui est une kinase antivirale, et cette protéine va également perturber complètement le transport des protéines dans les cellules infectées entre le noyau et le cytoplasme. Alors, il y a quelques années, un postdoc particulièrement talentueux du laboratoire, Frédéric Sorgelos, a trouvé que notre petite protéine L était capable de s'attacher à certaines protéines kinases de la cellule hôte, les protéines kinases de la famille RSK. Alors, ces kinases RSK, il en existe 4 chez les mammifères, qui sont codées par des gènes différents, et ces protéines kinases jouent des rôles essentiels dans la cellule, concernant notamment la traduction des ARN messagers, mais aussi la prolifération des cellules, la motilité des cellules, leur survie, etc., etc. Des mutations dans la kinase RSK2 sont d'ailleurs associées à un syndrome, le syndrome de Coffin-Lowry, qui est caractérisé par des problèmes de développement du squelette et des problèmes de retard mental. Alors donc, notre petite protéine L va interagir avec ces kinases RSK, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette interaction, ce recrutement des kinases RSK, est-il nécessaire aux différentes activités que je vous ai décrites de la protéine L? Alors, pour répondre à cette question, nous avons dérivé des cellules ELA, dépourvues de kinase RSK. Alors, en utilisant la stratégie de CRISPR-Cas, on a pu déléter les gènes codant pour RSK1, RSK2 et RSK3, sachant que RSK4 n'est pas exprimé dans ces cellules, et donc nous avons obtenu des cellules qui étaient virtuellement dénudées de kinase RSK. Et on a regardé dans ces cellules si la protéine L conservait ou non ses effets. Alors nous sommes intéressés au trafic nucléocytoplasmique dont je vous ai parlé, sachant que la protéine L entraîne une perturbation de ce trafic et quelque part une diffusion des protéines entre le noyau et le cytoplasme. Alors vous voyez ici des images de microscopie montrant la protéine PTB, qui est une protéine qui est joliment localisée dans le noyau des cellules, dans des cellules normales non infectées. Quand on infecte maintenant ces cellules avec un virus qui produit une protéine L sauvage, on voit que la protéine PTB perd sa jolie localisation nucléaire et se met à diffuser vers le cytoplasme de cellules, ce qui traduit un problème de trafic des protéines entre le noyau et le cytoplasme. Si maintenant on infecte
des cellules dépourvues de kinase RSK avec ce même virus, eh bien, on retrouve la protéine PTB qui est cantonnée dans le noyau des cellules. Ce qui montre que les kinases RSK sont effectivement indispensables à cette activité de la protéine L qui est de perturber le trafic entre le noyau et le cytoplasme. Si dans ces cellules, on réexprime la kinase RSK1, on retrouve la diffusion nucléocytoplasmique des protéines. Et il en va de même si on réexprime RSK2 ou RSK3 ou RSK4. Donc, la protéine L peut utiliser n'importe laquelle de ces 4 kinases pour perturber le trafic des protéines entre le noyau et le cytoplasme des cellules. On a observé le même genre de situation concernant les autres activités de la protéine L, à savoir l'inhibition de la production d'interférons ou l'inhibition, l'antagonisme, je dirais, de la kinase antivirale PKR. Donc, toutes ces activités de la protéine L dépendent de la capacité de cette protéine à recruter les kinases RSK. Dans des cellules, comme je viens de vous le montrer, qui sont dépourvues de RSK, on n'a pas d'activité de la protéine L. Si maintenant on mute la protéine L de façon à ce qu'elle ne puisse plus interagir avec les kinases RSK, on perd également l'activité de la protéine L. Mais de façon plus surprenante, si on mute l'extrémité carboxyterminale de la protéine L, on n'empêche pas la protéine d'interagir avec RSK, on n'empêche pas la protéine L de maintenir RSK sous une forme activée, mais on perd aussi son activité. Alors cette observation nous a mené à proposer un modèle qu'on appelle le modèle de la pince, qui est le suivant, à savoir que la protéine L recruterait les kinases de la famille RSK par un domaine central ici, activerait ces kinases RSK, et via un autre domaine qui, dans ce cas-ci, est l'extrémité carboxyterminale de notre protéine, la protéine L recruterait d'autres protéines cellulaires qui deviendraient alors des cibles ou des substrats pour RSK, et la protéine L forcerait ainsi RSK à phosphoryler des substrats qu'elle ne phosphoryle pas normalement. Et ces substrats phosphorylés iraient à leur tour perturber le fonctionnement de la cellule, par exemple en inhibant le trafic nucléocytoplasmique. Alors Belen Liscano-Perret, qui était une étudiante en thèse dans notre laboratoire, s'est mise à rechercher l'identité de telles cibles potentielles. Et pour ça, elle a utilisé un système qui implique des biotine ligases, qui sont des enzymes bactériennes que l'on peut fusionner par génie génétique, soit aux kinases RSK, soit à la protéine L du virus, et ces biotine ligases vont aller biotinyler, donc attacher des biotines à toutes les protéines qui se trouvent à proximité, à leur proximité immédiate. Et en recherchant ce qui est à proximité immédiate à la fois de L et de RSK, on peut identifier les protéines qui seraient recrutées comme cibles par le complexe L-RSK. Alors, en collaboration avec Didier Vertomen, qui a été impliqué dans la spectrométrie de masse, et Laurent Gâteau dans l'analyse statistique des données, nous avons pu combiner les données obtenues pour les protéines qui étaient les partenaires de la protéine L, sur l'axe des X ici, et les protéines identifiées comme partenaires de RSK sur l'axe des Y. Et on voit qu'une série de protéines, entourées ici par des cadres mauves, correspondent en fait aux FG nucléoporines. Donc quasi toutes les protéines qu'on a pu identifier correspondent. Merci. Ça va aller, c'est juste parce que j'ai un rhume, mais je pense que je vais tenir. Et donc, les protéines qui ressortaient à la fois de l'interaction avec RSK et de l'interaction avec elle correspondaient principalement à ces FG nucléoporines. Alors, qui sont les FG nucléoporines? En fait, ce sont des protéines
qui se trouvent dans le complexe de pores nucléaires, qui est dans l'enveloppe nucléaire, et qui sont justement les protéines, ici représentées en gris, qui forment une espèce de filtre qui va permettre de filtrer les protéines qui rentrent et qui sortent du noyau. Et les transporteurs moléculaires interagissent avec ces FG nucléoporines pour emporter des protéines nucléaires vers le cytoplasme ou emporter des protéines cytoplasmiques vers le noyau. Oups, pardon. Fausse manœuvre. Alors nous avons pu marquer dans les cellules les protéines qui avaient été biotinylées, qui étaient au contact, dans cet exemple-ci, de la protéine L. Et ce qu'on voit, c'est que quand la protéine L est sauvage, à savoir qu'elle a son domaine d'interaction avec les RSK et avec les FG nucléoporines, et on va retrouver cette protéine principalement dans le noyau, là où elle interagit avec les RSK. Mais si vous regardez plus attentivement, vous allez voir que le noyau est entouré d'un fin filet de protéines qui correspond à l'enveloppe nucléaire, et c'est l'endroit où se situent les FG nucléoporines. Si la protéine L est mutée dans son domaine C-terminal qui l'emmène vers les FG nucléoporines, on conserve le marquage nucléaire et on n'a plus ce liseré correspondant à l'enveloppe nucléaire. Et par contre, si la protéine L est mutée au niveau de la séquence qui l'attache à RSK, on perd une bonne partie du marquage nucléaire, mais on a un fort marquage de son interaction avec les FG nucléoporines. Et donc ceci montre qu'effectivement la protéine L, alors qu'elle est toute petite, peut interagir avec plusieurs partenaires et les rassembler. Alors en utilisant une stratégie extrêmement élégante développée par Kevin Chocat à l'Université de San Francisco, Belén Liscano-Pérez, dans notre laboratoire, a pu montrer qu'effectivement les kinases RSK qui étaient recrutées par la protéine L étaient directement responsables de la phosphorylation des FG nucléoporines. Alors ça nous amène au modèle suivant, dans lequel notre protéine L, qui est produite dans le cytoplasme des cellules par le virus, va pénétrer dans le noyau, interagir avec les kinases RSK, et puis, par son domaine C-terminal, aller interagir avec les FG nucléoporines et emmener RSK au niveau du complexe de pores nucléaires, où RSK va se mettre à phosphoryler les nucléoporines, ce qui va entraîner une perturbation du fonctionnement des pores nucléaires et du coup la diffusion de protéines nucléaires du noyau vers le cytoplasme et la diffusion libre de certaines protéines cytoplasmiques vers le noyau. L'étape suivante était d'identifier dans la protéine L quelle était la région responsable de l'interaction avec RSK. Et on a pu, en faisant une série de mutations, etc., trouver qu'une petite séquence DDVF de notre protéine L était responsable de l'interaction avec RSK. Alors, chose tout à fait fascinante, c'est qu'en consultant la littérature, on s'est rendu compte que d'autres protéines, d'autres pathogènes complètement différents, qui avaient été rapportés comme étant des interacteurs de RSK, comportaient cette même petite séquence DDVF ou une séquence apparentée. Alors, il s'agit d'une part de la protéine ORF45 du virus herpès associé au sarcome de Kaposi, donc un gros virus à ADN qui n'a rien à voir avec notre petit virus ARN, et encore plus fort, une protéine bactérienne, YOPTEM, qui est sécrétée par Yersinia par un système de sécrétion de type 3 et qui est injectée dans les cellules eucaryotes par la bactérie lorsqu'elle est au contact avec une de ces cellules eucaryotes. Et ces trois protéines qui interagissent avec RSK comportent toute cette même séquence DDVF. Alors, on a pu montrer qu'effectivement, chacune de ces trois protéines interagissait avec les kinases RSK par ce petit domaine DDVF et qu'elles utilisaient toutes exactement la même stratégie pour recruter des DVF. Mais elles font ça à des fins différentes. Alors, elles utilisent la même stratégie, mais pour des raisons différentes.
On a vu dans le cas de notre protéine L que le virus utilise RSK pour perturber le trafic nucléocytoplasmique, pour bloquer la production d'interférons ou pour inhiber la kinase PKR. Mais dans le cas de Yersinia, par exemple, il a été montré que la protéine IOP-M interagit avec RSK, mais peut aussi interagir avec une autre kinase qui s'appelle PKN, et probablement que le complexe RSK-PKN est responsable de l'inhibition de l'inflammasome. Donc, une fonction complètement différente de celle qu'on trouve par rapport à notre virus. Donc, des pathogènes complètement différents ont évolué pour utiliser la même stratégie, mais à des fins un petit peu différentes. En conclusion, c'est ce que je viens de vous dire, des pathogènes très différents utilisent une stratégie identique pour détourner des protéines kinases cellulaires. Alors il s'agit sans conteste d'une évolution convergente et non d'un transfert horizontal de gènes, puisqu'on a affaire à des pathogènes qui n'ont vraiment rien à voir entre eux, et même les protéines dont je vous ai parlé, ORF45, la protéine L ou IOP-M de Yersinia, n'ont aucun lien de séquence entre elles. Chose intéressante, c'est que ces protéines de pathogènes peuvent rediriger les kinases cellulaires vers des cibles non conventionnelles de ces kinases, donc vers de nouveaux substrats. Alors, il y a évidemment des perspectives liées à ça. C'est que on peut déjà penser que si trois pathogènes complètement différents utilisent la même stratégie pour recruter les kinases RSK, il y en a probablement d'autres qui emploient cette même stratégie. Et donc on s'est mis à rechercher, grâce à notre petite séquence DDVF, mais qu'on doit encore raffiner pour mieux connaître, je dirais, le site d'interaction entre nos protéines et RSK, on peut rechercher dans les bases de données si d'autres protéines de pathogènes n'utilisent pas la même stratégie pour effectivement recruter et utiliser les kinases RSK. Alors, je peux déjà vous dire que la réponse est qu'il en existe d'autres. On a trouvé 2 protéines du virus de la varicelle qui jouent ce même jeu, une protéine du virus Epstein-Barr qui joue probablement ce même jeu, etc. Et d'autres sont en cours d'identification. On peut aussi se dire que si ces pathogènes ont besoin de recruter ces kinases RSK grâce à leurs protéines via une interface bien définie, on peut envisager d'inhiber cette interaction entre les protéines de pathogènes et les kinases RSK à l'aide de petites molécules qui mimeraient ce site d'interaction et qui empêcheraient l'interaction entre la protéine du pathogène et les kinases de l'autre. Donc, il y a des perspectives de développement thérapeutique, mais qui sont, je dirais, pour les années futures. Alors, encore une autre chose, c'est que grâce à une stratégie qui nous avait été suggérée par Jean-François Collet, on a pu identifier par une technique de cross-linking la région des kinases RSK qui étaient contactées par les protéines de pathogènes. Alors, ce n'est pas une surprise, c'est la boucle qui est présentée ici en jaune. Ce n'est pas une surprise qu'il s'agisse d'une structure exposée en surface de la kinase, puisqu'elle doit être accessible à l'interaction par les protéines de pathogènes. Par contre, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'une boucle en surface d'une enzyme est en général la partie qui est la plus souple à l'évolution. Or, ici, on se rend compte que cette petite boucle KAK-LGM est conservée parfaitement chez les 4 kinases humaines, mais est également conservée chez les RSK de la souris, de la corneille, jusqu'à Caenorhabditis elegans. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir une boucle à la surface d'une enzyme qui est parfaitement conservée au cours de l'évolution. Et ça indique que probablement des protéines cellulaires doivent également interagir avec cette boucle pour réguler le fonctionnement de la kinase. Et il est probable que, en fait,
les pathogènes, quelque part, miment le fonctionnement de protéines cellulaires en détournant la régulation de cette kinase. Alors, du coup, on se met également en chasse de protéines cellulaires qui utiliseraient la même interface pour aller interagir avec les kinases RSK et peut-être les orienter vers des substrats spécifiques en fonction des conditions. Et donc, vous voyez qu'en étudiant une petite protéine qui professionnellement a évolué pour aller perturber le fonctionnement de la cellule, on comprend mieux les mécanismes de physiopathologie, mais on est aussi sur la piste du fonctionnement d'enzymes cellulaires et de la cellule elle-même. Voilà, alors les personnes qui ont principalement participé aux recherches que j'ai exposées sont Frédéric Sorgelos, Bélène Liscano-Perret et Michael Peters. Bien sûr, les autres membres du labo ont également participé. Nous avons contribué d'une série de collaborations locales et internationales et de financements qui sont rapportés ici. Et je tiens à remercier évidemment les sponsors et je vous remercie également de votre attention. Merci beaucoup pour cette lecture passionnante. Première question, Alain Van der Plassen. Merci beaucoup, Thomas. J'avais déjà adoré lire le PNS, mais l'histoire est encore plus belle quand tu la racontes. Alors, l'évolution convergente est évidente, et je crois que c'est un cas d'école retrouvé dans un règne de micro-organismes aussi diverses signatures. C'est un classique de la textbook. Alors, si je regarde l'évolution convergente sur ce modèle-là, je comprends dans certains organismes qu'il y a une contrainte de taille de génome, donc dans un virus ARN, tu ne peux pas te permettre d'acquérir des grands gènes, mais dans les herpès, par exemple, très fréquemment, on a l'acquisition totale d'un gène cellulaire. Alors ma question, je prends le problème dans l'autre sens, c'est plus que tu démontres que le recrutement des RSK dans une condition conservée, est-ce qu'on ne retrouve pas des virus qui ont fait un pas plus loin dans l'évolution, qui ont acquis RSK? Parce que si moi j'étais l'architecte du des virus, j'irais greffer RSK entre un domaine terminal L et l'autre. On en arrive à expliquer la fonction qui était soumis à l'académie, mais donc en d'autres termes, est-ce qu'on retrouve des homologues de RSK dans des agents pathogènes? Alors, à ma connaissance, non, mais il y a peut-être une explication. Alors, vous avez de la chance avec les virus herpès, effectivement, qui peuvent aller à l'envie chipper des gènes chez leur hôte et puis les retravailler pour les faire fonctionner à leur sauce. Ici, dans le cas de RSK, l'idée, c'est qu'on a non seulement besoin de l'activité enzymatique de la kinase, mais qu'on a également besoin de la protéine qui va diriger cette kinase, qui va la maintenir activée et la diriger vers un substrat spécifique. Alors, dans la mesure où ces kinases RSK sont omniprésentes, quelque part, ce serait une perte de temps pour le virus de coder lui-même cette protéine RSK, alors qu'il doit impérativement, par contre, s'il veut détourner le fonctionnement de RSK, coder pour la protéine qui guiderait RSK vers un substrat spécifique. Mais bon, la courte réponse, c'est qu'en tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien d'analogue à RSK chez les pathogènes. Parce que ces exemples, c'est des virus qui construisent un gène qui n'existe pas chez nous dans le fond de domaine. Par exemple, le récepteur au TNF-alpha, ils en font des formes solubles, ils prennent un gène soluble, ils en font une forme transmembranaire, donc c'est possible. Mais je n'exclus pas que ça arrive. Simplement, en tout cas, à ma connaissance, ça n'existe pas. Oui, s'il n'y a pas d'autres... oui. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Ces protéines interagissent avec RSK, il existe différentes isoformes de RSK dans la cellule. Est-ce que les actions différentes qu'on voit pour chacune de ces protéines dépendent du type de RSK qui est recruté? Est-ce qu'il y aurait moyen de bloquer spécifiquement l'interaction avec un type de RSK?
Non. Alors, disons, dans le cas des activités de la protéine L, on a bien montré en réexprimant chacune des isoformes de RSK indépendamment dans les cellules dépourvues de RSK que les 4 isoformes pouvaient jouer les différents rôles nécessaires. Maintenant, la question reste quant à la spécificité de ces kinases dans les cellules eucaryotes et en particulier dans nos cellules à nous. Pourquoi a-t-on 4 isoformes de RSK? Alors, il y a 2 réponses possibles. La première, c'est qu'effectivement, ces kinases auraient chacune des substrats spécifiques. Et l'autre possibilité, mais qui n'est pas mutuellement exclusive par rapport à la première, c'est que ces kinases seraient exprimées à des endroits ou à des moments différents en fonction de l'embryogénèse, en fonction de la différenciation des tissus, etc. Et il y a, par rapport à ces kinases, quelque chose de très surprenant, c'est que si on regarde la liste des substrats décrits pour les kinases, et dont la plupart ont été définis par des interactions, enfin par des phosphorylations in vitro, dont on sait qu'elles ne sont pas toujours spécifiques, la liste est énorme. Et c'est très étonnant d'avoir dans les cellules des kinases qui phosphoryleraient un peu tout ce qui bouge et tout ce qui se trouve à leur portée. Alors, Belén Lizcano a justement commencé une étude pour essayer d'identifier dans les cellules quels étaient les substrats utilisés par les différentes isoformes. Et ici, elle a comparé RSK1 et RSK4. Et il semble que les substrats soient globalement les mêmes. Par contre, on sait que l'expression de ces kinases dépend effectivement du type de cellule, etc., et du développement. Et donc, l'idée qu'on se fait maintenant, c'est plutôt que chaque cellule exprime certains niveaux de RSK, mais certains types de cellules vont plutôt exprimer RSK1, d'autres types de cellules vont plutôt exprimer RSK2. Alors, il y a peut-être des petites différences, mais globalement, c'est plus le niveau d'expression qui va être prépondérant. Quant à la spécificité des substrats, ce qu'on pense de plus en plus, c'est que justement, ce sont des protéines adaptatrices cellulaires qui vont, en fonction des conditions, guider ces kinases vers tel ou tel substrat. Merci. Je crois qu'on est au moment de se tourner vers le monde digital. Absence du monde digital sur cette partie-ci. Professeur, merci beaucoup. Merci.